Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur a rendu public ce matin une déclaration dans laquelle la situation qui prévaut dans les universités publiques du Niger a été abordée. Compte rendu Asma Ousseidou et Sadou Doumi. Dans son bilan de l'an 8, le président de la République, Issoufou Mahamadou, déclare avoir investi près de 10 000 milliards de francs CFA dans divers secteurs. Une annonce que déplore le syndicat des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur pour qui voit les différentes universités publiques du Niger en train de s'écrouler par faute de moyens et budgets conséquents à louer. Le SNEX tient à informer l'opinion que le budget des universités publiques du Niger voté à l'Assemblée nationale est toujours inférieur aux besoins exprimés. D'ailleurs, la subvention allouée à l'ensemble des 8 universités publiques est d'à peine 16 milliards, un montant qui ne couvre nullement les véritables charges des 8 universités de la République du Niger. Cette subvention est en constante régression depuis 2011, contrastant avec la nette augmentation des besoins en ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à l'accompagnement du système LMD. Malheureusement, la subvention allouée sacrifie les charges de fonctionnement qui devraient permettre d'atteindre les performances escomptées. Le SNEX a également saisi l'occasion pour attirer l'attention des députés nationaux en session ordinaire sur l'examen du projet de loi modifiant l'ordonnance numéro 2010-77 du 9 décembre 2010. Honorables députés, depuis l'adoption du système LMD, les enseignants, chercheurs et chercheurs ont fait montre de bonne volonté pour asseoir un cadre universitaire viable, malgré le manque criard de moyens humains, financiers et matériels. Si les universités publiques du Niger ont pu fonctionner jusque-là, c'est grâce à la détermination et au sacrifice consenti par les différentes composantes de la communauté universitaire. Honorables députés, pendant que les universités publiques du Niger, à l'instar des autres universités de la sous-région, éprouvent d'énormes difficultés à faire face aux implications de la réforme LMD, le gouvernement nigérien, au lieu de les accompagner comme l'exige la dite réforme, s'attache plutôt à créer des crises dans l'enseignement supérieur. C'est ainsi que, sous le prétexte de revoir la gouvernance universitaire, il s'attaque aux libertés académiques et aux principes de gouvernance démocratique des UPN chèrement acquis. En effet, le véritable problème réside moins dans le système électif et son remplacement par un système de nomination de recteurs que dans la capacité du gouvernement à doter les universités publiques du Niger de moyens conséquents pour leur fonctionnement régulier. Enfin, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, conscient de la nécessité impérieuse de sauvegarder et de promouvoir la démocratie au Niger en général et dans les universités publiques du Niger en particulier, réaffirme sa détermination à poursuivre son combat dans cette épreuve imposée par le gouvernement. Ensuite, à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de l'assassinat du président Ibrahim Baré Menassara, je vous propose de suivre un extrait de l'intervention de Nouhou Arzika qui s'exprimait sur les réalisations du défunt président avant de le retrouver en intégralité à la fin de ce journal. Par rapport à la situation que nous avons vécue et par rapport à Ibrahim Baré Menassara, il faut reconnaître que le Niger a perdu. Le peuple nigérien a perdu. L'Afrique a perdu. Parce qu'il est de la même veine que tous les autres révolutionnaires africains. Lui, il ne parle pas beaucoup, comme les autres. C'est ça la différence de Baré avec Sankara. Il ne parle pas beaucoup. Mais il pose des actes. Il pose des actes qui en disent long sur qui il est. Et il y a des moments où on dit les actes sont mieux que la parole. C'est comme ça qu'il est parti pour être le premier chef d'État à violer l'embargo en prenant son avion pour partir avec à Libye. Et ensuite, il a autorisé Kadhafi à venir ici au Niger. Il l'a quitté ici pour aller chez Sani Abacha, au Nigeria. Il a pris le même avion que lui pour aller ensemble. S'ils veulent le tuer, ils n'ont qu'à le tuer ensemble. C'est ça l'esprit de son déplacement.
ensemble avec Kadhafi dans le même avion pour aller à Kano pour rencontrer Sani Abacha là-bas. Quand les Américains étaient en train de dire qu'il y a une arme de destruction massive qui est en train d'être fabriquée au Soudan parce qu'on veut attaquer Al-Bashir et autres, tout ça, alors qu'elle a pris son avion, il est parti en visite au Soudan pour rencontrer Al-Bashir et demander à aller visiter ces installations-là. Et de là-bas, il a fait une déclaration pour dire, il vient de constater que c'est plutôt une usine de fabrication comment on appelle ça, des produits pharmaceutiques et non ce qu'on veut dire pour justifier une intervention quelconque à cette époque-là. Les scolaires du secondaire et les forces de l'ordre se sont affrontés ce matin. Des échauffourées qui font suite à la grève de 24 heures décrétée par la section lycée et collège de la capitale pour exiger des autorités de meilleures conditions d'études. Ismaël Moumoun Moussa et Halidou Brema pour le reportage. 24 heures après la sortie médiatique du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN demandant l'organisation des états généraux pour décanter le problème qui mine le secteur éducatif, les hostilités ont repris entre les forces de l'ordre et les scolaires du secondaire. Cet affrontement fait suite à la grève de 24 heures lancée par la section collège et lycée de la capitale pour exiger l'amélioration des conditions d'études. Demain, c'est le 10 avril, c'est les journées de deuil. Et nous ne pouvons pas dire de partir en mouvement en plus forte raison de venir casser. Tout ce que j'essaie, on a dit aux différents camarades de sortir au portail de leurs différentes écoles pour faire des AG. En tout cas, ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir aujourd'hui nos camarades sont en train d'être tabassés au moment où nous voyons même maintenant quelques camarades ont été arrêtés parce que nous étions étonnés. C'est parce qu'il faut se dire aujourd'hui une chose, la police là, ils ont eu à prendre les camarades. Mais imaginez, les élèves, ils ont vu que la police a commencé à les cogner. C'est le moment où la situation a dégénéré. Mais nous n'avons jamais dit de lancer un mot d'ordre de casse. Tout ce que nous avons dit, nous voulons réclamer nos droits qui n'est rien d'autre que nous sommes des fils de pauvres. Nous ne pouvons jamais accepter à ce qu'on dit qu'on enlève nos cours privés, on ne peut jamais l'accepter. Et nous sommes des fils de pauvres aussi. C'est les petites miettes qu'on nous donne par trimestre. C'est ces petites miettes-là que les fils, ceux qui ont les orphelins cherchent à se débrouiller. S'il s'agit d'arrêter cela et nos revendications des tables-bancs et des professeurs, nous ne pouvons pas être d'accord. Les scolaires ont barricadé les voies malgré eux. Ce sont les forces de défense et de sécurité qui les ont contraints à le faire, comme en atteste le secrétaire général, section lycée Issa Korambe. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été élève, sauf s'il n'est pas intellectuel. Et nous savons très bien la vie des élèves. Aujourd'hui, nulle part dans notre mot d'ordre que nous avons lancé, nous n'avons pas dit de casser. Mais ce que nous avons constaté, c'est les policiers qui sont venus embastiller les camarades. Mais ce n'est pas les camarades qui étaient partis pour faire marche cassable. Ça, je le dis et je le répète. Ce n'est pas la section qui a donné l'ordre d'aller casser. Par rapport aux pneus qui ont été brûlés, je pense si bien que c'est parce que les camarades ont été offensés, c'est parce que les camarades ont été cognés. Et après, ils ont voulu se révolter. Et nous avons eu à gérer la situation parce que nous avons dit d'arrêter de brûler les goudrons parce que c'est la population qui passe sur les goudrons, c'est la population qui est en train de faire, c'est pas l'État. Nous avons dit aux camarades d'arrêter de brûler parce que nous ne sommes pas des délinquants, nous ne sommes pas des voyous, nous sommes là uniquement pour étudier. Quand les conditions seront réunies, nous allons retourner dans les classes pour aller prendre nos cours parce que c'est ça qui nous a amenés à l'école. Pour le moment, on ignore le bilan exact de ces échauffourées. Mais il y a eu des blessés, mais aussi de nombreux élèves ont été appréhendés par les FDS. Les scolaires disent user de tous les moyens légaux pour faire sortir leurs camarades des locaux de la police. ECAP Sahel Niger a doté l'Institut géographique national du Niger en équipement cartographique et topographique. Un matériel d'une valeur de 215 millions de francs CFA qui a été réceptionné par le ministre de l'Urbanisme, Wazir Maman. Compte rendu Mariama Christine Barmou et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie de remise officielle de matériel en équipement cartographique et topographique à l'Institut géographique national du Niger à travers ce don offert par la mission ECAP Sahel Niger est un témoignage de l'intérêt accordé au développement de l'Institut géographique national du Niger IGNN. Un geste salué par le directeur général de l'Institut. Votre institution vient de doter l'IGNN d'un important lot de matériel de cartographie et de topographie
composé entre autres de récepteurs GNS, Trimble, de GPS de navigation et de plusieurs licences. Le personnel technique de l'Institut géographique national du Niger tirera un meilleur profit de ces équipements. J'en suis sûr, car ils offrent à nos topographes la possibilité de collecter des données plus précises, plus facilement et plus rapidement, quelle que soit la mission ou l'environnement et leur traitement dans un temps record. Cette donation d'une valeur de 215 millions de francs CFA vient renforcer la capacité de l'Institut géographique national du Niger. Il ne fait aucun doute que ce matériel de haute précision et de haute valeur ajoutée viendra renforcer la capacité de l'Institut géographique national du Niger. Donc avec ce nouveau matériel, l'IGNN disposera de capacités accrues dans la production de cartes plus fidèles encore à la réalité et qui profiteront aux forces de défense de sécurité intérieure, mais aussi aux autres institutions étatiques, et les forces de sécurité étant appelées à assurer la stabilité du pays. Avec ce matériel, l'IGNN n'a rien à envier à ses voisins et aux pays les plus avancés en la matière. Une occasion pour le ministre des Domaines, de l'Urbanisme et du Logement d'exprimer sa satisfaction lors de cette réception. Ce don est composé pour la première phase de 4 récepteurs JNS bifréquence Trimble R10.2 et accessoires, de 10 GPS de navigation, de 3 licences complètes de traitement d'images satellitaires et cartographie, notamment AirDAS Imaging Pro, ArcGIS basique, ArcGIS standard. De même, il est attendu de Cap Sahel dans les prochains jours la livraison d'un important lot de matériel informatique. C'est pour moi un immense plaisir de réceptionner ce premier lot des équipements qui rentreront dans le cadre de la conception des cartes géographiques à des échelles variant de 1 2500 à 1 10 millième de certaines grandes villes du Niger. Après la réception des matériels, une visite des locaux de l'Institut géographique national du Niger a été effectuée par les participants à la cérémonie, suivie d'une démonstration de l'équipement réceptionné. Dans notre pays, 115 partis occupent le champ politique. Pendant que certains sont populaires, le plus grand nombre demeure impopulaire. Une situation qui demande un recadrage de la part des autorités. Plus de précisions dans le reportage qui va suivre. Un parti politique, par définition, est une organisation regroupant des citoyens ayant une certaine idéologie ou certains idéaux en commun et cherchant à obtenir le pouvoir dans le but de gouverner selon leurs principes. Une définition contraire au comportement des partis politiques existants dans notre pays. En effet, sur les 115 partis qui occupent l'espace politique du Niger, seuls quelques partis politiques qui se comptent sur les doigts de la main méritent d'être reconnus. Le reste n'est qu'une pléthore de partis dont les fondateurs usent comme tremplin pour s'enrichir sur le dos du peuple. À ce titre, une nécessité s'impose à travers une opération de salubrité dans le champ des partis politiques. Si on crée un parti politique simplement pour accompagner d'autres partis politiques, on ne prend pas part aux compétitions électorales. Le principal objet des partis politiques, ne serait-ce qu'au niveau des élections locales, au niveau d'une commune, je pense que ce parti-là ne mérite pas d'exister. On peut justement mettre de l'ordre dans cette croissance exponentielle des partis politiques, non pas en touchant à la Constitution qui a réaffirmé la liberté donc des citoyens de s'associer pour créer des partis politiques ou d'autres associations en vue de poursuivre un certain nombre de missions. Mais je pense qu'on peut modifier la charte des partis politiques de la même façon que dans le cadre de la création des partis politiques, l'ordonnance de 2010 impose à ce que les partis politiques soient implantés dans au moins 5 régions du Niger, dont la région de Niamey. De faire de la même façon pour dire que tout parti politique qui non seulement ne prend pas part à 2 compétitions électorales des élections générales et que après par exemple 2 élections générales, ce parti n'arrive pas à avoir ne serait-ce qu'un seul conseiller dans une commune rurale, je pense que ce parti-là doit disparaître. Le dernier mot revient au ministère en charge de l'Intérieur de prendre ses responsabilités en engageant un toilettage radical
dans le rang des partis politiques en prévision des élections générales de 2021. Comme convenu, je vous laisse avec Nuhu Arzika qui fait le point sur les actions qui ont été menées par le défunt président Ibrahim Baré Menassara. Très bonne réception et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je suis heureux de constater que dans la salle, il y a quand même un certain nombre de personnalités avec lesquelles, justement, le général président Baré Menassara a pu poser un certain nombre d'actes, parmi lesquels nous, de notre regard d'observateur de la scène politique, de la vie nationale, nous avons retenu, peut-être qu'ils vont nous donner des compléments d'information et des précisions sur les motivations qui ont sous-tendu, si jamais ils étaient consultés, qui ont sous-tendu certaines décisions que nous avons considéré qu'il faut retenir des actions d'Ibrahim Baré Menassara au pouvoir. Mais avant, je voulais faire une petite introduction pour exprimer mon indignation. Monsieur Djibril Abache, le jour où Ibrahim Baré Menassara, nouvellement devenu président du CSN, nous avait fait appel. Toi et moi, on s'est retrouvés à l'état-major pour échanger avec lui. Et après, on a fait des discussions séparées. Et dans la discussion que moi, j'ai été amené à faire en partie avec lui, c'était des objections que je lui ai fait part en termes de ce que j'ai vu et de comment je voyais les choses venir. J'ai tenu à le lui dire depuis le jour-là. C'était au début de son régime, et déjà au CSN. C'est important de le savoir. Et je me rappelle aussi que le 25 avril 1998, j'ai échangé aussi avec lui par rapport à des objections que je devais faire compte tenu de l'évolution de la situation. Et il devait préparer le jour-là une conférence des cadres qu'il avait prévu de faire le 27 avril 1998. Et suite à notre échange, il avait reporté le temps de finaliser donc ce qu'il devait préparer. Il a reporté ça pour le 29 avril. Et c'est cette conférence des cadres-là qui avait été faite le 29 avril 1998 au Palais des Congrès, à l'occasion de laquelle il devait dire tout sur comment il est venu à ne pas rester arme au pied et s'engager à intervenir le 27 janvier. Qui était en réalité à la base de ça. Et quel était le comportement des uns et des autres. Il fallait qu'ils disent ça. Pour que tout le monde sache qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, l'intervention de l'armée en 1996, c'était comme ils ont dit eux-mêmes, c'est pour éviter au Niger un péril majeur. Éviter au Niger une guerre civile. Parce que la situation de Ibrahim Baré Menassara, il est mort, je suis vivant, je suis en train de parler, Dieu m'est témoin. C'est que lui, il a été déjà chef d'état-major particulier de mon Ousmane, qui est un camarade de promotion de classe. C'est par lui que j'ai su ça, c'est lui qui m'a dit ça. Que c'était son promotionnaire, ils ont étudié ensemble à Zander. Et le jour où il devait revenir, quand il a été nommé chef d'état-major général, j'étais à l'aéroport. On s'est croisés le jour-là, Madame Clémence, à l'aéroport, au moment où il venait. Quand il descendait de son retour, après avoir été déjà nommé. Et je sais que ce que je lui avais dit tout simplement le jour-là, c'était de lui dire expressément que cette nomination est une grande réhabilitation pour toi. Et le reste, on en parlera. Alors donc, il y a, qu'il faut le dire,
Parce que tout ce que vous êtes en train de dire là, l'arrêt de la Cour de la CEDEAO, tout ça là, ça ne marchera jamais, rien, jamais, jamais, parce que les Nigériens sont des hypocrites. C'est clair et net. Et en plus d'être hypocrites, ils sont des peureux. Ils pensent qu'on peut mourir 2 fois ou plusieurs fois. C'est faux, on ne meurt qu'une seule fois. On ne peut pas mourir plusieurs fois. C'est une seule fois qu'on va mourir. C'est pour ça, nous on a appris à ne parler que de notre vérité. Parce que la vraie vérité, c'est celle de Dieu. Mais c'est notre part de vérité que nous essayons toujours de mettre en avant dans ce que nous faisons dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça, compte tenu de ce qui devait arriver, qu'on savait qu'il devait arriver, et qu'on en a même en parlé avec des gens témoins, nous avons, en ce moment-là, pris la résolution sur nous de faire de ça, maintenant que c'est arrivé comme ça, de faire de ça notre cheval de bataille selon les capacités de moyens que nous avons pour agir. Et ne jamais laisser tomber Ibrahim Barré Menassara par rapport à ce que les générations de notre vivant doivent savoir à chaque fois que l'occasion se présente. Il y a la mort physique, mais la mort la plus douloureuse, c'est la mort morale qu'on fait chaque fois. Même ce matin-là, je constate qu'il y en a qui ont encore tué Barré. Oui, ils ont tiré des balles sur lui. Même ce matin, ils ont tiré des balles sur lui. Parce qu'on est en train de parler de Barré, ils ne sont pas là. Et pourtant, s'il y en avait qui devaient être là, et en premier lieu, ça devait être eux. Mais je ne les vois pas. Il y a des choses dans la vie, il faut savoir les dire. Parce qu'après tout, dans tous les cas, même si je ne sais pas si je devais mourir d'ici 13 heures, bon, mais tant mieux, dans tous les cas, j'ai eu la chance de vivre déjà plus de 50 ans, donc c'est bon. Je suis déjà au-dessus de l'espérance de vie à la naissance. Donc je considère que je vis les bonus. C'est important. Mais je pense que l'histoire, notre histoire, doit retenir parmi les actions du président Barré, il y avait l'humanité, le respect de la dignité humaine, l'amour de son prochain, la fraternité solidaire. C'est pour dire qu'il y a des choses très importantes qui caractérisent l'homme. L'homme est ultra sensible. Et c'est cette sensibilité-là derrière qui a fini par l'emporter. Et il n'était pas le seul, tous, même son ami Sankara était comme ça. Parce que Sankara était informé. On lui a bien dit que Blaise veut le tuer. Il dit, bon, mais si c'est Blaise qui veut me tuer, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qui peut me séparer de Blaise? Qui peut empêcher à Blaise de m'atteindre? Personne. Personne. Donc, par conséquent, s'il a décidé de faire, en tout cas, il vaut mieux que ce soit lui qui le fasse et non moi. Moi, je ne vais pas trahir mon amitié avec lui. Si lui décide de le faire, je le laisse. Moi, je suis prêt à partir. Ça, c'est un peu ce que Blaise, comment on appelle, Sankara disait pour expliquer quand les gens sont venus lui dire voilà, dans ce qui s'est passé comme année. C'est la même chose. Le Barré, il a dit, les gens sont venus avec l'idée de raccourcir. Quand il va faire le coup, de faire le raccourcissement. Je me rappelle le jour du 27 janvier. Le 27 janvier, Moussa Tchangari et moi, on venait de l'université parce que c'est le jour là où on a fait l'élection directeur et on devait venir suivre les travaux de la réunion du bureau de CDS Sarama qui venait de terminer son congrès et qui voulait, avant de partir, faire les dernières retouches avant que les gens ne regagnent chacun son truc. Et on a dit, on va venir pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer au palais des congrès.
Et juste quand on a quitté là-bas, on a aperçu justement Ibrahim sur le perron de comment on appelle ça, de palais de congrès. Non, le perron de l'hôtel Gawé. Et nous, on a continué, on a longé, on est parti. On était resté là-bas. On a quitté le palais de congrès à 13h30. Donc c'est 30 minutes après notre départ. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours dire, il faut prier avant de commencer les choses. Donc, et il y a eu justement le premier tir et qui est tombé directement sur là où on était assis. Là où on était assis, dans le semblant de bar là. C'est là où les gens qui avaient la mission de tirer avaient tiré sur ça. Et on a eu la chance, on n'était plus là, donc on a vu la Issouf. Donc après, on a essayé de rattraper les coups après. Donc c'est pour vous dire, c'est des choses qu'on a suivies, on a vécu. Et le premier reproche, s'il y a un reproche, c'est que malheureusement, lui et toi, c'est différent. Parce que il a cette caractéristique de la sensibilité humaine. Sinon, il devait les raccourcir. Parce que parmi les gens qui étaient même dans le dispositif, ceux qui devaient venir dans un premier temps, qui devaient intervenir à l'hôtel, comment on appelle, au palais de congrès, on a changé l'équipe. Parce que si c'était eux qui sont arrivés, justement, le président Ousmane allait être, et son équipe allait pratiquement mourir. C'est lui qui a empêché qu'on le tue. C'est pour dire qu'il y a dans Barré, là, il y a le sentimental qui domine. Qui fait que, c'est comme j'ai dit, en tant que quand on est défenseur des droits humains, on ne peut pas poser un acte qui soit contraire à cette volonté de défendre l'homme. Même si l'homme là est méchant contre toi, même si lui, quand il va t'avoir, il va t'écraser, toi, tu as l'obligation de le défendre. C'est ça que nous essayons de faire. Même avant-hier, quelqu'un a dit, mais comment toi, tu vas défendre un tel parce qu'on l'a enlevé et qu'après on dit ça. J'ai dit, mais ça, c'est mon travail. C'est ça que j'ai choisi de faire, défendre les droits de l'homme. Si quelqu'un est victime d'une injustice quelconque, si on a appréhendé ça, on doit dénoncer ça pour amener les gens qui veulent le faire de ne pas le faire. Ou de renoncer si c'est une intention, ou si ils ont fait de proposer qu'on les sanctionne pour que plus jamais ça. Voilà pourquoi la question de la sanction doit être faite. Quand ils ont dit qu'ils vont faire leur amnistie, si vous regardez la constitution de 9 août 1999, on a dit tout simplement une amnistie est accordée aux auteurs des coups d'État du 27 janvier et du 9 avril. Une loi doit être prise à la première session de l'Assemblée à cet effet. Donc, qui doit consacrer ce que la Constitution a dit. Mais dès qu'on est arrivé à la première session, là, quand les gens sont partis élaborer la loi, là, ils ont élaboré ça et ils ont mis des événements connexes, co-auteurs et complices. On a dit, où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce que vous avez eu ça? Où est-ce que vous avez eu ça? Et comme la loi, si vous vous rappelez, la Constitution du 9 août 1999 a prévu la mise en place de la Cour constitutionnelle. Mais elle n'était pas encore mise en place. C'est la Cour suprême, dans la forme d'avant, qui devait connaître du dossier. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui devait interpréter les dispositions de la Constitution ou à tout ça là pour qu'on dise qu'il y a eu une disposition de la Constitution. Ce n'est pas ça. C'est l'ancienne Cour de façon transitoire qui était en train de travailler dans le sens de faire le travail de la nouvelle Cour constitutionnelle qui avait été créée. Et justement, nous avons plaidé pour la création de la Cour constitutionnelle au Niger pour dénoncer le comportement de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de l'époque. Et pour tout ce qu'on les reprochait en termes d'attitude et de comportement. Parce que dans beaucoup de cas, ce n'était pas le droit qui était dit,
Mais c'était des choses très claires et ça a été révélé par Soli lui-même dans un livre qu'il a écrit, Les temps des partisans. Et il a donné des explications sur tout ce qu'ils ont été amenés à faire. Et il avait usé de son influence en tant que procureur général près de la Cour suprême pour essayer de manipuler beaucoup de décisions qui sont intervenues au niveau de la Cour suprême, dont celle d'août 95 là, où on a dit, où on devait définir la cohabitation. On dit la cohabitation c'est quoi? Donc les gens disent la cohabitation c'est la coexistence de deux légitimités et non cogestion et co-responsabilité. Mais comment on peut légitimement reconnaître qu'il y a coexistence de deux légitimités et dire qu'il n'y a pas cogestion et co-responsabilité? Ça n'a pas de sens. Nous sommes des économistes. En tant que gestionnaire, dès lors que vous avez à gérer quelque chose ensemble, vous co-gérez. Le président de la République reste président de la République, même s'il y a une différence des députés à l'Assemblée, qui sont d'autres cas. Il reste président de la République. Le Premier ministre qui est nommé, il est Premier ministre, mais il ne devient pas le chef de l'État, parce qu'il est Premier ministre d'une majorité, comment on appelle ça, issue d'une nouvelle majorité. Mais pourtant, les gens ont dit ça. Les gens ont dit ça. Et c'est parti comme ça. Toutes les crises sont parties de là. C'est pour ça d'ailleurs que vous, les juristes là, dans beaucoup de cas, les problèmes qu'on a connus au Niger, c'est vous qui êtes à la base de ça. Parce que, et je le dis, je le réaffirme même aujourd'hui, j'ai toujours rappelé aux gens, entre le législateur ou le constituant, qui a le monopole de l'esprit d'un texte? C'est le juriste. Comment quelqu'un qui est législateur, qui a pensé une idée, qui a pensé la coucher, toi tu vas dire que c'est toi qui connais mieux que... Alors que même dans les exégètes qu'on apprend aux gens, on dit que vous faites le retour aux travaux préalables, c'est-à-dire le débat sur les minutes de débat qui ont gouverné ce qui a permis de prendre telle ou telle décision qui est couchée dans telle ou telle disposition de la loi. Ça veut dire qu'on retourne chez les gens qui ont pensé la chose. Mais ici au Niger, les gens ont tout saboté. Ils ont tout abusé. Et il faut le dire clairement. Et c'est ça aujourd'hui qui explique notre situation que nous vivons aujourd'hui. Et ça ne c'est pas fini. Hein. C'est pour dire que parmi l'action que le général Barré a prise, c'était la première action, c'était le forum là qu'on a organisé. Le forum qu'on a dit, le forum de renouveau. Et qui a permis, à travers ce forum, comme les gens ont été malhonnêtes quand ils ont fait le débat, on a dit que c'est les textes qui sont responsables. On a fait signer les gens, chacun a dit bon, c'est les textes. Donc si c'est les textes, on va reprendre la Constitution. On a fait le débat, on a fait les discussions, on a repris. D'ailleurs, moi je note que la chose la plus importante qu'on a fait durant les discussions sur le truc de forum de renouveau, c'était la première idée, c'était l'idée de la création de la Cour constitutionnelle que les gens ont organisée pour balayer. C'était vous le coordinateur je me rappelle, le coordinateur des textes fondamentaux. Par la suite. Ensuite, c'est la décision qui avait été prise sur nos exigences. Que l'expérience qu'on vient d'essayer au lendemain de la conférence, de la partitocratie, qui consistait à considérer que c'est aux partis politiques. C'est à eux qu'on reconnaît le droit au concours à l'expression du suffrage. Donc à l'époque, il n'y avait pas de candidature indépendante. On a dit ça c'était un abus de droit. Pourquoi on va imposer à tous les Nigériens d'être militants des partis politiques? Pourquoi? Ces partis politiques boutiques-là, c'est ça? Pourquoi les gens vont être dedans? Pourquoi? Et c'est comme ça que la première décision qui a été prise dans le cadre de la 4e République, c'est l'introduction de la notion de candidature indépendante en reconnaissant le droit à tout citoyen, homme libre, citoyen de la République, qui développe des prétentions à concourir à l'expression de tous les suffrages exactement comme les partis politiques. Le président Barré, il faut le féliciter et le remercier. Parce que dans ce pays-là,
de façon consciente et structurée. Quelqu'un qui a pris une décision sociale importante. De tous les régimes qu'on a connus, il n'y a pas comme le président Barré. Il n'y a pas. Première chose, je parle sur le plan religieux. C'est Barré qui a introduit dans ce pays la reconnaissance de la première, de premier jour de l'âme musulman. C'est important. C'est lui qui a fait, on chante ça. C'est lui qui a fait que, pour permettre aux musulmans de faire leur prière, de l'être conscient et de manière sérieuse, concentré, parce que vous savez que demain vous pouvez vous reposer. C'est lui qui a pris cette décision, il a introduit ça, ici au Niger. Ça, je parle pour les musulmans. Par rapport à la paix, je connais, parce que déjà à la conférence nationale, moi j'étais membre du service d'ordre et de la discipline de la conférence. Et on a commencé à gérer les premiers problèmes de la sécurité avec la première attaque de Ingel. Quand les gens là ont décidé qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qui a été pris comme décision à la conférence, ils vont faire leur rébellion, ils ont commencé à faire des attaques. Et on a géré ça. On a commencé à gérer ces problèmes de la rébellion déjà pendant la conférence, avant de quitter la conférence. Et c'est comme ça que même quand on a fini les travaux de la conférence, on a continué à garder le contact avec ce dossier qu'on gérait. Et c'est comme ça que quand on a mis la commission de Memagana, moi-même j'étais membre de la commission de Memagana pour la réconciliation négociée des questions de la rébellion. Barré était, au titre de son statut de conseiller du Premier ministre chef Amadou à l'époque, il a été désigné pour être dans le comité qui devait réfléchir sur la solution de paix à retrouver par rapport à cette question de la rébellion naissante. Et j'ai eu le temps d'apprécier, tout militaire qu'il est, le sens de paix et sa volonté de paix. Et c'est comme ça qu'il a été pratiquement l'artisan de tous les accords de paix. Celui qu'on a signé le 9 octobre à, comment on appelle ça, à Ouaga, 9 octobre, avant de venir le paraffer ici en avril, le 24 avril 1995. C'est comme ça qu'il s'est parti. Après, quand on a fait, il y a eu d'autres réactions, il fallait encore continuer à discuter. Et on a fait l'accord complémentaire d'Alger. Puis ensuite, là c'est lui-même qui était arrivé, il était déjà au pouvoir. Quand il y a eu la crise, donc c'est lui déjà, il est déjà le président il était le chef de l'État d'abord. Et ensuite, il était devenu le président de la République. Et ils ont continué à gérer ce dossier jusqu'à déboucher sur le début de mise en œuvre du contenu de l'accord de paix. Donc, la paix là, que nous avons aujourd'hui, en tout cas la solution qu'on a pu trouver, il était un artisan. Aujourd'hui, Barré, avant de mourir, il avait créé un parti politique. Il est où? Où est-ce qu'il est le parti? Par rapport à la situation que nous avons vécue, et par rapport à Ibrahim Barré Menassara, il faut reconnaître que le Niger a perdu. Le peuple nigérien a perdu. L'Afrique a perdu. Parce qu'il est de la même veine que tous les autres révolutionnaires africains. Lui, il ne parle pas beaucoup comme les autres. C'est ça la différence de Barré avec Sankara. Il ne parle pas beaucoup. Mais il pose des actes. Il pose des actes qui en disent long sur qui il est. Et il y a des moments où on dit les actes sont mieux que la parole. C'est comme ça qu'il est parti pour être le premier chef d'État à violer l'embargo en prenant son avion pour partir avec à Libye. Et ensuite, il a autorisé Kadhafi à venir ici au Niger. Il l'a quitté ici pour aller chez Sani Abacha, au Nigeria. Il a pris le même avion que lui pour aller ensemble. S'ils veulent le tuer, ils n'ont qu'à le tuer ensemble. C'est ça l'esprit de son déplacement. Ensemble avec Kadhafi dans le même avion pour aller à Kano pour rencontrer Sani Abacha là-bas. Quand les Américains étaient en train de dire
qu'il y a une arme de destruction massive qui est en train d'être fabriquée au Soudan parce qu'on veut attaquer Al-Bashir et autres, tout ça. Alors qu'elle a pris son avion, il est parti en visite au Soudan pour rencontrer Al-Bashir et demander à aller visiter ces installations-là. Et de là-bas, il a fait une déclaration pour dire, il vient de constater que c'est plutôt une usine de fabrication comment on appelle ça, des produits pharmaceutiques et non ce qu'on veut dire pour justifier une intervention quelconque à cette époque-là. Il l'a fait, c'est un acte, c'est pas du bavardage, il l'a fait. Les Américains étaient contre, comment il s'appelle, Fidel Castro. Ils étaient en train de faire pression pour que l'isolement continue à se resserrer, mais il avait pris la décision sur lui de décider d'aller faire la mission de Havane pour aller à Cuba, pour aller rencontrer, comment on appelle ça, et Fidel Castro à l'époque, il était encore en fonction, et il a discuté avec lui jusqu'à même développer, comment on appelle ça, une sorte de coopération qui a fait qu'on a pu prendre des médecins cubains pour les amener ici, parce que vous savez, le Cuba, c'est l'un des rares pays au monde qui a un surpassement en nombre de médecins, parce qu'ils ont plus de 300 et quelques mille médecins. En allant là-bas, c'est une manière, et les Américains ont ressenti cette attitude de Barré comme une défiance vis-à-vis de leur politique à l'international. Voilà, si vous voulez, les vrais problèmes, c'est ça. Et ça coïncidait avec des gens vénaux qui ne sont là que dans la vie pour l'argent. Comme si s'ils ont l'argent, on va les mettre dans le trou avec. Barré, il faut dire que sur le plan des décisions courageuses, dans ce pays, il a fait preuve de courage. Je suis sûr que, wallahi, avec Barré, on ne va pas avoir des bases militaires ici. Jamais. Et c'est Barré qui a pris sur lui, au lendemain des événements du 27 janvier, ils se sont mis ça comme objectif. Et directement, il a décidé qu'on va chasser la Chine Formose pour ramener la Chine continentale. Et il est parti pour les ramener, la Chine continentale, la Chine de Mao. L'histoire de Niamey Niala, là. Qui a commencé Niamey Niala? Niamey Niala, c'est Barré qui pensait Niamey Niala, parce que lui, c'est un homme, c'est un militaire d'honneur, un homme propre, qui a envie des choses propres, méticuleuses. Et celle qui connaît ça beaucoup mieux, c'est Hélas. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé un peu l'ameublement de la ville. On a commencé à faire les ronds-points là, on a commencé à faire les trucs, mais pas au même prix que les gens là ont fait. Oui. Parce que là, ici, là, on a entendu les gens faire certains trucs à 300 millions, à 500 millions, à 600 millions. C'est ça, les ronds-points là, qu'on fait et on casse. Il faut donner le marché. C'est ça. On fait, on casse. Dans tous les cas, c'est le marché. Après, le président peut sortir pour dire qu'il a dépensé 10 000 milliards d'investissements. 10 000 milliards dans ce pays-là. Si on les a investis ça sérieusement, est-ce qu'on va vivre, on va être comme ça? L'école ne marche pas, la santé ne marche pas, elle est faite pour quelques personnes. Et puis après, on nous dit non, soyez contents, vous êtes contents. En tout cas, nous, on le sent à votre place. Tout ça, c'est pour dire que, par rapport à la comparaison, s'il faut comparer, aujourd'hui, 20 ans après, je crois que, comme il a dit, il a son rêve là, c'est que 20 ans après, en réalité, si c'était une petite bicoque, maintenant, Dieu a rendu ça une palace pour lui là où il est. Parce que de tout ce qu'il a dit ou fait, ceux qui sont là aujourd'hui en train de faire, en tout cas, on voit bien que ce n'est pas comme ça. C'est totalement différent. La gouvernance de l'époque, du temps de Barré, son ambition, sa vision, le sacrifice qu'il pouvait consentir. En tout cas, ce n'est pas pour que lui, il se fasse de l'argent pour devenir multimilliardaire. Sur le plan politique, Barré a fait des efforts. Et il a fait la preuve de sa volonté de créer une dynamique nouvelle pour notre pays. Et c'est ça qui a conduit à l'accord du 31 juillet 1998.
31 juillet 1998 pour finalement chercher le consensus, aller vers le dialogue et autres. Et malheureusement, ça a été foutu en l'air dès qu'il y a eu les élections locales là. Certains même qui étaient autour de lui, qui savaient qu'ils ne pouvaient rien gagner, donc certains ont organisé des pagailles. Ça a donné lieu à ce que les autres aussi trouvent des prétextes pour dénoncer et réagir. Et c'est à la suite, c'est bon de le savoir, le mardi 6 avril 1999, c'est le jour où la Cour suprême a validé les résultats des élections locales. Et elle avait annulé certains résultats de certains endroits. Et tout de suite, les autres partis se sont réunis le mercredi, le 7. Mercredi 7, ils ont fait leur réunion pour constater les décisions de la Cour avec l'arrêt qu'ils ont désormais. Et les gens ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont fait une déclaration le jeudi 8. Ils ont fait une déclaration pour dénoncer la décision de la Cour, les annulations là, parce qu'ils considèrent que partout où on a annulé, c'est là où eux ils ont gagné. Et là où on a validé, c'est là où les autres comment on appelle ça, ont gagné. Donc, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur déclaration là, du jeudi, qui avait été lue en français par Maman Ousmane, traduit en germain par Germain Koué et en haussa par le président Taja. Donc le conseil des ministres était en train de se tenir ce jour-là. Quand l'écho de l'information est arrivé, ensuite, ils ont dit ça. Et si c'est une coïncidence, si c'est quoi, en tout cas le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, on a Barré n'ayant pas démissionné comme ils l'ont demandé, parce qu'ils ont exigé qu'il démissionne instamment, n'ayant pas donc démissionné. Donc voilà la situation, comment elle est intervenue, dans quelles conditions les choses se sont déroulées, et puis c'est parti comme ça. Quand c'est fait, tout le monde a vu quand ça a été fait, donc il y avait un froid, une panique, mais il y avait des gens qui semblaient même pas être dérangés. Si c'est une coïncidence ou si c'est quoi, ce qui est sûr, donc il y a eu les contextes de l'événement des événements du 9 avril, c'est ça. Et après, c'est la poudre, les gens ont pris la poudre d'escampette, ils ont commencé à se paniquer, et puis voilà, ça tire à gauche, ça tire à droite. Les militaires, donc, parce que quand ça s'est passé, le chef d'état-major n'était pas sur place, il était absent du territoire. Maintenant, ce n'était pas l'armée en tant que telle, c'est une milice, enfin, c'est une garde spéciale. La garde présidentielle n'est pas l'armée. C'est un corps à part et qui est un corps spécial qui est à part. Donc, on ne peut pas dire que leur action engage l'armée. Et comme nous sommes dans un pays de panicards, où les généraux peuvent venir faire garde à vous au commandant, au capitaine, vraiment, ce pays-là, si je parle comme ça, crûment là, ce n'est pas parce que j'ai envie véritablement de parler comme ça. Non, mais c'est pour toucher du doigt la vraie vérité de nos réalités telles que nous les vivons aujourd'hui et qui exige de nous un changement de comportement et d'attitude. La vie humaine, elle est sacrée. La vie humaine, on vit pour sauver la dignité et l'honneur. Celui qui n'a pas de dignité, qui ne croit pas que la dignité est une valeur, l'essentiel pour lui, la valeur, c'est l'argent. Ou l'idée que tu penses que tu peux avoir l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris de l'aventure, croyant qu'ils vont gagner l'argent, comme ce que le gouvernement a fait récemment avec la loi qui lui a été imposée par l'Union européenne en 2015 pour lui dire de prendre la loi sur les migrants là, et décider que la frontière du Niger, la frontière de l'Europe, c'est à partir de la ville d'Agadez. Tout ce qui va en haut là, ce n'est plus le Niger. Si on vous voit avec une voiture, on vous prend, on vous arrête
et on dit que vous êtes en train de faire le trafic des migrants, le trafic de ceci, on vous arrête, on prend votre voiture, on fait tout. C'est ce qui se passe actuellement à Agadez. Même si tu n'aimes pas Barré, tu dois lui reconnaître qu'il a la dignité de refuser de prendre certaines décisions. Quand Barré, à l'époque, avait décidé de créer l'école d'excellence, c'était une école qui devait recevoir les enfants nigériens excellents. On s'en fout d'où tu viens. On s'en fout de qui tu es. Si tu es excellent, c'est par tes notes, par tes résultats qu'on te recrute. Et au-delà de 14 de moyenne, alors on peut t'orienter au lycée d'excellence. Ça, c'est un exemple qui en dit long. Ensuite, par rapport au recrutement de l'armée, les gens se sont plaints qu'il y a des enfants des militaires, c'est les militaires qui font entre eux des choses comme ça. Et quand on a décidé de créer le Prytanée, l'année là, on a décidé de créer le Prytanée et on a fait un concours d'accès à cette école-là, ouvert à tous les enfants de tout le monde. Et tous ceux qui ont eu à remplir les conditions de moyenne exigées, c'est eux qui se sont retrouvés comme étant les premiers élèves de comment on appelle ça, du Prytanée militaire. Certains qui étaient meilleurs parmi eux, on l'a envoyé une partie, on les a envoyés à l'extérieur, quelques 2 ou 3 ou 4. Mais tous les restes sont restés ici à Niamey et c'est les enfants de tout le monde. On ne dit pas qu'il faut être recommandé par X, par Y. Ce n'était pas son esprit. Et il avait veillé à ça. Maintenant, peut-être les choses se sont dégradées après, bon, parce que bon, tout est perdu en termes de valeur. Donc, tout est perdu. Donc, quand je dis ça, c'est en rapport avec le système éducatif. La vision que l'on a de créer une dynamique, d'avoir une école de qualité, ouverte à tous, et tous les meilleurs. Et quand tu es meilleur, on s'en fout de quel village tu sors. Bon, tu dois être capable de faire la preuve de tes compétences sur le terrain et c'est avec ça que tu es sûr d'avoir ce que tu veux avoir. Donc, je pense que qu'est-ce que nous cherchons dans ce pays-là? Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas mettre tous les citoyens dans les mêmes conditions d'égalité et de départ. Mais eux, vous entendez, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous parlent de classe moyenne. Et la classe moyenne, ce n'est pas une classe moyenne des opérateurs économiques. Hein. C'est une classe moyenne des gens nommés par décret et autres, tout ça, qui sont dans des positions de pouvoir, qui gagnent des missions de l'État à assumer et ils détournent pour être dans la position de se constituer ceux qui sont en train de se constituer aujourd'hui. Et comme ça, la classe moyenne est là parce que leurs enfants, ils les envoient dans les meilleures écoles à l'extérieur. Ils sont en train d'étudier à l'extérieur. Quand ils vont venir, ils ont les emplois qui leur sont déjà réservés. Bon, c'est eux qu'on peut nommer. Et qu'on peut nommer ceci ou cela. C'est intéressant, mais donc, voilà, c'est ça la réalité. Et que j'ai, moi en tout cas, une partie de ma vérité que j'ai voulu partager, en tout cas à cette occasion, avec vous, en me disant, toute modestie, que par rapport à certaines actions du président Barré, il y en a ceux qui sont mieux placés que moi pour le dire et le rappeler. Parce que souvent, c'est avec eux qu'on a exécuté ça.